On peut l'aimer ou le détester, mais on ne peut pas l'ignorer. Vladimir Poutine. Un nom qui résonne dans toutes les capitales du monde. Symbole de puissance, de stratégie et de mystère. Derrière le président se cache un homme façonné par les ombres de la guerre froide, l'ambition et une soif de contrôle presque inébranlable. Né le 7 octobre 1952 à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, Poutine grandit dans un petit appartement collectif soviétique. Les murs étaient minces, la pauvreté omniprésente et les tensions d'après-guerre pesaient sur chaque famille. C'est dans ce décor gris, rude, que s'est forgé le tempérament froid et méthodique du futur dirigeant russe. Dès son jeune âge, Vladimir est un garçon réservé, peu bavard mais observateur. Ses professeurs le décrivent comme un enfant calme, mais déterminé. Il pratique le judo, un sport qu'il considère non pas comme un jeu, mais comme une philosophie de contrôle et de précision. Ce goût du combat discipliné deviendra une métaphore de toute sa vie. Après ses études de droit, il rejoint ce qui deviendra l'un des piliers de son destin, le KGB, le redoutable service de renseignement soviétique. Pendant 15 années, il apprend à écouter sans parler, à manipuler sans se trahir, à observer sans être vu. Le KGB ne formait pas seulement des espions, il formait des stratèges capables d'influencer un pays entier sans tirer une seule balle. Et Vladimir Poutine, discret mais efficace, s'y distinguera par son sang-froid. À la chute de l'Union soviétique, beaucoup d'agents perdent leurs repères. Mais pas lui. Il voit dans ce chaos une opportunité, celle de reconstruire la puissance russe. Son ascension politique débute à Saint-Pétersbourg, où il devient adjoint au maire Anatoly Sobchak, un poste qui lui ouvre les portes du pouvoir. Son sens du calcul et son efficacité impressionnent les élites politiques de Moscou. En 1998, il prend la direction du FSB, héritier du KGB. Un an plus tard, il est nommé Premier ministre. Puis, en 1999, lors de la démission soudaine de Boris Eltsine, un nom jusque-là inconnu du grand public, devient président par intérim de la Fédération de Russie. Ce fut le début d'une ère nouvelle. Une ère marquée par la reconstruction d'un État fort, centralisé et redouté. Poutine se présente comme l'homme qui a rendu la fierté à la Russie, mais aussi comme celui qui n'hésite pas à écraser toute opposition. Son passé d'agent du renseignement se reflète dans sa manière de gouverner. Il parle peu, observe beaucoup et agit vite. Sous sa présidence, la Russie renforce ses frontières, son armée et son influence internationale. Mais derrière cette image d'homme fort se cache une personnalité bien plus complexe. Certains le décrivent comme un patriote acharné, d'autres comme un dirigeant autoritaire et insensible. Ce qui est certain, c'est que Poutine n'a jamais laissé le hasard décider pour lui. Au fil des années, il modifie la constitution, renforce son contrôle sur les médias et la justice et s'assure que chaque institution serve ses intérêts. Son pouvoir devient presque absolu et son image omniprésente. Son visage s'affiche sur les murs, les journaux, les affiches. En Russie, il n'est plus seulement un président, il est une figure nationale, un symbole de stabilité et, pour certains, de peur. Mais derrière le leader politique se cache un homme mystérieux, un homme dont le quotidien, les passions et les secrets fascinent autant qu'ils inquiètent. Car si Vladimir Poutine contrôle la Russie d'une main de fer, il mène aussi une vie de luxe et d'extravagance que peu de dirigeants peuvent égaler. Derrière le visage impassible du président russe se cache un homme aux habitudes aussi strictes qu'étonnantes. L'image publique de Vladimir Poutine est celle d'un dirigeant inflexible. Mais son quotidien, lui, révèle un mélange de discipline militaire et de goût prononcé pour le confort absolu. Contrairement à beaucoup de chefs d'État, Poutine ne se lève pas à l'aube. Il préfère commencer sa journée tard, très tard. Souvent, son petit déjeuner ressemble plus à un brunch, pris autour de midi. Et comme tout chez lui, ce repas est minutieusement organisé. Pas de plat improvisé. Une omelette, du porridge, du fromage blanc, parfois quelques œufs de caille crus et un cocktail à base de betterave et de réfort. Un mélange singulier à l'image de l'homme lui-même. Le tout est accompagné de fruits frais et de café provenant exclusivement de fermes contrôlées par le patriarche de l'Église orthodoxe russe. Rien n'est laissé au hasard. Même la nourriture, pour Poutine, est une affaire de sécurité. Une fois son repas terminé, il se consacre à l'un de ses rituels les plus connus, la natation. Pendant près de 2 heures, seul, il nage sans interruption. C'est, dit-on, le moment où il réfléchit le mieux.
Ses décisions les plus importantes naissent souvent dans l'eau, entre deux longueurs silencieuses. Et il croit profondément que l'esprit fonctionne mieux quand le corps est en mouvement. C'est sa façon de penser en action. Ensuite vient le travail. Mais là encore, pas comme on l'imagine. Pas de tablette, pas d'ordinateur. Les communications du Kremlin se font sur papier, classées dans de grands dossiers rouges pour éviter toute fuite numérique. Les seules technologies qu'il utilise datent de l'époque soviétique, des téléphones filaires, impossibles à pirater. Chez Poutine, la méfiance n'est pas un réflexe, c'est un mode de vie. La nuit, Poutine travaille tard, très tard. Il dit se sentir plus lucide à ces heures-là, quand le monde dort et que le silence règne. On raconte qu'il signe encore des documents officiels à 3 ou 4 heures du matin. C'est à ces moments-là qu'il planifie, analyse, anticipe. Le président russe n'aime pas le hasard, il préfère l'anticipation, la stratégie et le contrôle total. Mais au-delà du travail, Poutine a aussi ses passions. Le judo d'abord, qu'il pratique depuis son adolescence, il y retrouve la même philosophie, l'équilibre, la force calme, la domination maîtrisée. Et le hockey sur glace, un sport qu'il pratique régulièrement, affrontant parfois ses propres gardes du corps sur la patinoire privée de sa résidence. Un jeu, mais aussi une démonstration symbolique de puissance. Sur la glace, comme dans la politique, Poutine veut toujours rester le maître du terrain. Côté vie privée, le mystère est total. Poutine protège farouchement son intimité. Il fut marié à Lyudmila, une ancienne hôtesse de l'air, avec qui il eut 2 filles, Maria et Katerina. Mais leur mariage prit fin en 2013, après 3 décennies de vie commune. Depuis, toutes les rumeurs convergent vers une même femme, Alina Kabaeva, ancienne championne de gymnastique rythmique et médaillée olympique. Leur relation, bien que jamais confirmée officiellement, est devenue un secret de polichinelle. Elle vivrait avec lui dans un palais isolé, au cœur d'une forêt près du lac Valdaï, à environ 400 km de Moscou. Un lieu ultra sécurisé, invisible sur les cartes officielles, entouré de gardes armés et accessible uniquement par train blindé. Ce palais, construit presque entièrement en bois, rappelle les demeures impériales russes du 19e siècle. Sa compagne disposerait d'un personnel dédié à son confort, cuisinier, esthéticienne, assistant personnel. Certains rapports évoquent même des enfants cachés, protégés du regard public pour des raisons de sécurité, mais aussi pour préserver l'image du président. Un secret de famille soigneusement verrouillé derrière les murs dorés du Kremlin. Pendant ses déplacements, Vladimir Poutine transporte tout son univers avec lui. Son propre lit, ses draps, ses couverts, jusqu'à ses coupes de fruits. Chaque objet est vérifié par son équipe de sécurité avant usage. La moindre erreur, la moindre faille pourrait être fatale. Pour lui, le pouvoir ne se sépare jamais de la prudence. Et lorsque le week-end approche, le président s'accorde quelques heures d'évasion. Un moment de prière, une partie de hockey ou un voyage vers l'une de ses nombreuses résidences de prestige. Mais même dans ces instants, son entourage le décrit comme distant, presque absent, toujours concentré sur les prochaines décisions, les prochaines menaces, les prochaines stratégies. Vladimir Poutine, c'est un homme dont la vie personnelle semble réglée comme une opération militaire, froide, méthodique, silencieuse. Pourtant, derrière cette façade, se dessine un goût démesuré pour le luxe, la richesse et la mise en scène du pouvoir. Car si Poutine contrôle son image publique avec une précision chirurgicale, ses demeures, ses véhicules et ses biens témoignent d'un empire secret, à la frontière du mythe. Si le Kremlin symbolise le pouvoir officiel de Vladimir Poutine, son véritable royaume s'étend bien au-delà de ses murs. Car derrière l'image austère du président se cache un empire de luxe inégalé, fait de palais, de yachts, de jets privés et de collections personnelles dont la valeur défie l'imagination. Parmi les propriétés les plus célèbres figure le palais de Gelendzhik, sur les rives de la mer Noire. Un domaine d'une valeur estimée à plus d'1 milliard de dollars, surnommé par les médias le palais de Poutine. Construit au sommet d'une colline, il domine la mer comme un château sorti d'un conte moderne. Les couloirs y sont tapissés de marbre, les plafonds recouverts de feuilles d'or, les salles éclairées par des lustres dignes de Versailles. Le domaine comprend une piscine intérieure, un théâtre privé, un casino, un spa à narguilé et même une salle de dégustation cachée au bout d'un tunnel secret creusé dans la montagne. Dans les jardins, un héliport, un arboretum et une patinoire de hockey sur glace privée. Rien n'a été laissé au hasard. Chaque détail est un rappel de grandeur, de contrôle et de puissance. L'entretien annuel de cette propriété nécessiterait près de 2 millions de dollars, mobilisant une quarantaine d'employés. Ce palais n'est pas seulement une demeure, c'est un symbole. Une manière pour Poutine de se projeter
comme le successeur spirituel des tsars, un dirigeant dont l'autorité dépasse les frontières du politique. Quand il quitte ses palais, Vladimir Poutine voyage dans un luxe aussi discret qu'extrême. Son véhicule officiel, la limousine Horus Sanat, vaut plus d'1 million de dollars. Entièrement blindée et équipée d'un système de survie autonome, elle peut résister à une attaque chimique ou à une explosion directe. L'intérieur est un mélange de cuir fin, de bois précieux et de technologies secrètes. C'est un bureau mobile, un bunker roulant, une extension du Kremlin sur 4 roues. Mais ce n'est rien comparé à son train présidentiel, surnommé le train fantôme. Invisible sur les radars, ses itinéraires sont tenus secrets. Composé de 22 wagons, il comprend une salle de sport, un spa, une salle de cinéma, une suite médicale et même un espace de conférence blindé. Les vitres sont par balles, les portes scellées, et le train peut rouler des jours entiers sans être repéré. Un symbole de mobilité absolue et d'isolement total. Dans les airs, son goût du luxe atteint un autre niveau. Son jet présidentiel, un Ilyushin IL-96-300 PU, est un véritable palais volant. Tapisserie brodée, dorures, salle de réunion, chambre royale et même douche privée. Sa flotte compterait plus d'un 40 appareils, dont plusieurs Airbus ACJ 319 et Tupolev Tu 214, pour un coût total estimé à plus d'1 milliard de dollars. Chaque avion est équipé d'un système de communication crypté et de technologie militaire de contre-espionnage. Et lorsqu'il souhaite échapper au ciel russe, il prend la mer. Ces super yachts baptisés Graceful et Shahrazad sont des chefs-d'œuvre flottants. Le plus imposant, long de près de 150 mètres, vaut environ 700 millions de dollars. Il abrite un théâtre, une salle de bal, un spa, 2 héliports et même une piste de danse qui se transforme en piscine. Chaque poignée de porte est plaquée or, chaque meuble fabriqué sur mesure. Un yacht qui, selon certains enquêteurs, aurait été financé par un réseau d'oligarques loyaux au Kremlin. À bord, un portrait discret de Poutine, en kimono de judo, rappelle que même ici, le pouvoir reste en scène. L'élégance du président russe ne s'exprime pas seulement dans ses résidences ou ses véhicules. Son style vestimentaire est lui aussi une démonstration silencieuse de pouvoir. Ses costumes sur mesure, souvent issus des maisons Brioni ou Kitton, valent chacun près de 5000 $. Toujours sobres, bleu foncé ou gris acier. Ils traduisent une recherche de perfection discrète. Ses cravates, souvent Valentino, sont choisies avec soin. Jamais trop voyantes, toujours impeccablement nouées. Même dans ces moments d'entraînement, le luxe reste présent. On l'a vu un jour en survêtement l'Europeana à 3000 $, fabriqué en cachemire et soie. Pas très pratique pour le sport, mais parfaitement adapté à son image, celle d'un homme pour qui le raffinement n'a pas de contexte. Quant à ses montres, elles racontent une autre facette de son empire silencieux. Poutine possède une collection estimée à plus d'1 million de dollars. Une Patek Philippe Perpetual Calendar, une Breguet Marine, une Blancpain Le Mans Flyback et surtout une pièce rarissime. Une Alan G. Edson turbographe en platine d'une valeur de plus de 500 000 $. Chaque montre reflète le temps, mais aussi la maîtrise de celui qui le contrôle. Au fond, le luxe de Vladimir Poutine ne se limite pas aux dorures ou au palais. C'est un luxe du contrôle, un art de la maîtrise. Tout dans sa vie, ses gestes, ses choix, ses possessions, semble obéir à une logique unique, celle du pouvoir absolu. Ces richesses ne sont jamais simplement affichées. Elles sont dissimulées, protégées, codées. À la manière d'un ancien agent du KGB, Poutine a transformé le secret en stratégie et le mystère en arme. On raconte qu'il ne possède officiellement presque rien, mais qu'il contrôle tout, que ses biens appartiennent à des proches, à des entreprises écrans ou à des fondations mystérieuses. C'est peut-être cela le véritable luxe, être immensément riche sans jamais en avoir besoin publiquement. Et pendant que ses yachts croisent sur les mers et que ses palais scintillent sous les lustres dorés, le monde, lui, continue de débattre. Qui est vraiment Vladimir Poutine ? Un patriote convaincu, un stratège implacable ou un homme prisonnier de son propre empire ? Une chose est certaine, dans le grand théâtre du pouvoir, peu d'hommes ont su autant contrôler la scène, et encore moins la lumière qui s'y pose.